Droit dans les yeux, professeur Clément Dembélé est notre invité ce matin. Professeur, bonjour. Bonjour, Mohamed Ali. Vous êtes président de la PPC, plateforme, enfin, une plateforme contre la corruption et le chômage au Mali. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Alors, j'ai lu les chiffres, puisque j'ai essayé de trouver un petit peu vos interventions et votre biographie. Vous avez annoncé plus de 250 milliards de francs CFA par an que l'État perd dû à la corruption. Ce que certains pensent d'ailleurs que vous exagérez. Est-ce que vous exagérez? Non, je pense que je donne les chiffres en moyenne. En moyenne, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Okay. Parce que dans les 250 milliards, on se réfère sur le rapport du vérificateur général, on se réfère sur le rapport de l'OCLEI, le rapport de CASCA, qui sont des structures d'État, des structures d'État, d'enquête, le rapport de pôle économique, le rapport de la Banque mondiale, le rapport du FMI et le rapport de l'Union européenne. Et le rapport du Afrobaromètre, le rapport de Frédéric Ebert, dont nous avons plus d'une dizaine de rapports compilés qui donnent... Le dernier rapport date de quelle année? Le dernier rapport date du mois de juin 2019, tout récemment. Ce qui veut dire que juin 2019, l'État malien aurait perdu plus de 250 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur les 10 dernières années, en moyenne, quand on fait le compilage, quand on fait le total, on tombe sur les chiffres de 250 milliards détournés chaque année. Attention, chaque année. Attention, M. Ali, c'est que dans ces chiffres de 250 milliards détournés, on ne tient pas compte de ce que les douaniers maliens détournent à la frontière. Ça, personne n'est capable d'avoir un indicateur de mesure fiable. Parce que vous pensez que on ne sait pas. Les douaniers maliens, à 99%, sont des voleurs. Et en plus de cela, les policiers qui sont au bout de la rue, qui raquettent les taxis, qui raquettent les Sotraman, qui raquettent les motocyclistes, personne ne peut dire combien ça coûte. Les impôts au Mali, les agents des impôts, on ne sait pas combien. Donc, les chiffres qu'on vous donne, c'est les chiffres globalement où qu'on peut démontrer... Comment dans ce cas on a trouvé ces chiffres si déjà on ne sait pas comment le douanier que vous qualifiez de voleur à 99%, les douaniers maliens, d'ailleurs, là, c'est pas un peu sévère quand non, c'est-à-dire parce que c'est trop facile de dire les douaniers sont des voleurs, les policiers sont des voleurs, le taximètre c'est un corrompu. Tout le monde est corrupteur. C'est trop facile un peu. Je vais vous donner juste un exemple pour la douane malienne. La recette pétrolière a baissé alors que le nombre de stations a augmenté, le nombre de mines a augmenté, le nombre de motocyclistes et de voitures a augmenté. Il peut y avoir d'autres significations. On n'a pas besoin d'aller... Moi, j'aurais aimé, par exemple, que vous montriez concrètement qu'effectivement, le douanier malien vole. Un deuxième exemple, c'est qu'actuellement, je viens d'envoyer un courrier tout de suite là, au directeur général de la douane où il y a une fausse exonération au nom de l'ambassade du Pays-Bas au Mali, où il y a des camions qui sont rentrés avec des meubles, avec du carrelage en provenance de la Turquie, où l'ambassade du Pays-Bas me dit qu'ils n'ont jamais fait livrer au Mali. Mais ça, quand vous dites les douaniers maliens, 99%, ça veut dire la totalité des douaniers maliens, c'est un peu exagéré. Mais vous savez, le meilleur indicateur de mesure, c'est de voir le train de vie des gens. C'est de voir le train de vie des gens. D'accord. Il y a des douaniers maliens qui gagnent 250 000, 300 000 francs CFA, et qui ont 10, 15 immeubles. Il y a des douaniers maliens qui roulent dans les V8 Toyota, qui coûtent 70 à 80 millions de francs CFA, dont les salaires ne dépassent pas 300 millions. Et à cause de cela, vous dites que ce sont des voleurs. Allez-y trouver la solution. C'est à cause de ça, on le sait très bien, la pratique... C'est vous qui dirigez une plateforme qui lutte contre la corruption. La pratique au Mali. Pour dire par exemple, professeur Clément... Excusez-moi, je vais prendre l'exemple comme ça. Pour moi, avant de dire que professeur Clément, par exemple, c'est un voleur, il se trouverait que j'ai fait des investigations, effectivement. J'ai trouvé que professeur Clément roule dans une grosse voiture alors qu'il n'a pas un salaire qui mériterait qu'il ait cette voiture. Il a déjà des villas alors qu'il n'a pas un salaire qui mériterait. Il n'a pas une autre activité qui lui permettrait d'avoir tout cela. Comme ça, avec conviction, je peux affirmer que professeur Clément, c'est un voleur. Non, la preuve, c'est une accusation. La preuve est que, Mohamed Ali, le douanier malien, comme on parle des douaniers, le fonctionnaire malien n'a pas le droit d'exercer un autre métier, une autre activité économique. Donc, ça veut dire que son salaire est la seule source de revenus directs. Et quand on voit que vous allez dans certains quartiers qu'on appelle les aciers ici, et vous voyez des immeubles, 3, 4, 5 immeubles appartenant à une seule personne, dont le salaire ne dépasse pas 300 000 francs CFA et qui ne mène pas une autre activité sur les investigations, ça veut dire qu'il a trouvé l'argent. Soit il fabrique des faux billets, ce qui est grave, ou il fait du détournement. Quand on regarde aussi le poste qu'il occupe, et on sait très bien que ce poste lui permet de façon illégale de percevoir de l'argent, c'est un voleur. On n'a pas besoin d'aller loin. Mais je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous porterez plainte contre qui exactement?
Mais à la douane. Aujourd'hui, j'ai adressé un courrier au directeur général de la douane qui me répond pour situer les responsabilités, sinon je porterai plainte contre la douane, je vais dire, contre la douane cette malienne. fois-ci, pas dire par exemple les douaniers, parce que j'ai lu votre intervention où le magistrat, quand vous avez porté plainte contre les 8000 fonctionnaires maliens, le magistrat vous a dit, 8000, d'accord, mais il n'y a pas de nom. À la douane, par exemple, vous citerez qui? La douane, je citerai, pour l'instant, c'est le directeur de la douane, la direction de la douane qui sait qui sont ceux qui ont fait rentrer les machines. Le directeur général de la douane, je vais porter plainte contre le directeur, parce que si le directeur ne peut pas me dire qui sont ces douaniers qui ont fait rentrer ces meubles, alors que nous avons l'immatriculation du véhicule, nous avons le code. Moi, je ne connais pas le nom, mais ils savent le code des douaniers qui ont fait livrer, qui ont fait rentrer, qui ont enregistré ces marchandises. S'il n'est pas capable de livrer... Donc vous êtes dans l'investigation pour le moment. Nous sommes dans l'investigation. Alors vous ne pouvez pas affirmer que les douaniers sont des voleurs, tant que vous n'avez pas les résultats. Ah ben non, les douaniers... Non, les douaniers sont des voleurs. Parce que là, vous êtes dans l'investigation, je vais vous donner un exemple. Vous attaquez le directeur général de la douane, afin qu'il vous donne, c'est lui qui est responsable. Pour le moment, vous ne savez pas. Non, ça c'est pour ces cas de carrelage. Mais en dehors de ces cas de carrelage, aujourd'hui, nous sommes en train de mener des investigations au sein de la douane malienne. Okay. Pour le problème de guichet unique, qu'on demande à la douane malienne de le faire depuis des années. Et nous sommes en train de mener une investigation, je vais vous mettre sur la piste, au niveau des ports de Dakar, au niveau des ports d'Abidjan. À Conakry. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à Conakry, mais nous sommes sur Abidjan et Dakar. On aimerait bien que vous veniez à Conakry. Nous allons venir, sans problème. Mais nous sommes rendus compte, M. Mohamed Ali, que les wagons, les conteneurs, qui sont de provenance de ces ports, et dont, à l'origine, les déclarations ne correspondent pas au dédouanement. C'est-à-dire que le document original, où on dit par exemple que c'est un conteneur de 40 pieds, au niveau de la douane, à la frontière, c'est marqué 20 pieds. Mais je vais vous donner un autre exemple très frappant, très concret, très à terre. Vous savez que le basin qu'on porte n'a jamais été importé au Mali. Dans la nomenclature des marchandises au Mali, au sein de la douane malienne, les basins ne figurent pas. C'est marqué popeline. Or, les popelines sont taxées à 3%, un truc comme ça, alors que le basin est à peu près 33%. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de voleurs, de bandits organisés qui essaient même de légitimer le vol. Comment vous pouvez comprendre qu'au sein de la douane, tout le monde, même le président de la République du Mali porte le basin. Moi, je le porte, tout le monde le porte. C'est le vêtement identitaire des Maliens, mais ce vêtement n'est pas déclaré au Mali comme faisant partie de la nomenclature des marchandises importées, parce que ça coûte très cher au dédouanement. Comment vous pouvez comprendre qu'on donne des exonérations à des commerçants qui vendent des exonérations en complicité avec les douaniers? Nous avons la preuve. Nous sommes en train de terminer une investigation où il y a à peu près 18 douaniers officiers qui doivent répondre à la justice pour dire comment ça se fait qu'ils ont des déclarations d'exonération qui ne sont pas... Très bien. C'est de ça que je parlais tout de suite. Qui sont pas concrets. C'est de cela que je parlais tout de suite. Vous êtes sur la bonne piste, la bonne façon de faire en attendant d'identifier les gens. Donc, à ce niveau, à l'instant près, vous ne pouvez pas dire que 99% des Maliens sont des voleurs. Non, je n'ai pas dit les Maliens. Monsieur Mohamed Ali, je ne dirais pas 99% des Maliens. Non, je vais vous dire que, bien sûr, je reprécise, quand vous allez dans l'investigation, l'investigation vous donne un indicateur de mesure. Vous êtes d'accord avec moi? Là, vous posez des questions. Ça, c'est de la méthodologie. On doit trouver des réponses. Même chez les journalistes, vous faites ce qu'on appelle la méthodologie de l'indicateur de mesure. C'est-à-dire qu'il y a 99 pour qu'on donne cela, parce que quand on sonde, on fait un sondage. Nous allons publier notre première enquête de perception de la corruption au mois de mars prochain. Aujourd'hui, je vous dis, et ça sera confirmé, et je ne vais pas divulguer le secret d'investigation pour l'instant, et je le maintiens, 99% des douaniers maliens ont déjà déclaré avoir fait de la corruption, ou on a trouvé la trace de la corruption au sein de la douane. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut faire un audit de la douane malienne, et je lance un défi à quiconque. Si on fait un audit de la douane malienne, mon chiffre sera confirmé, et deuxièmement, on sortira avec plus de 1000 milliards détournés au sein de la douane les 10 dernières années. Ce qui veut dire que la douane va disparaître. La douane ne disparaîtra pas, il faut tout simplement mettre en place. En fait, le processus de la lutte contre la corruption, c'est pas... Le problème, ce n'est pas d'aller en prison. S'ils vont en prison, vous savez qu'il y a plus de 80% des jeunes Maliens qui sont au chômage. On va les remplacer, ce n'est pas un problème. Moi, ça ne me pose aucun problème qu'il y ait des douaniers qui est en prison. Le seul problème, c'est que nous serons obligés de prendre l'argent des contribuables maliens pour construire. Je ne connais pas le nombre des douaniers au Mali, mais je sais que 90% des douaniers roulent dans les V8, ils ont des belles villas. Ça, je peux vous le prouver. Et que non, vous ne pouvez pas. Tout le monde le sait. Sortez,
amenez-moi monsieur Mohamed Ali, amenez-moi des douaniers. Si vous trouvez, vous amenez des douaniers. Ce que je suis en train de dire, c'est de vous demander que vous serez d'accord. Vous serez d'accord avec mon constat. C'est de vous demander les preuves de ce que vous êtes en train de dire. Je vous donne les preuves. Parce que je suis au Mali, j'ai vu au Mali et je rencontre tous les jours ces gens-là. Je croise ces gens. Nous vivons ici. Ça fait plus de 40 ans que nous vivons ensemble. On a grandi ensemble. Ce sont mes promotionnaires, la plupart qui sont aujourd'hui des douaniers. On le sait très bien comment ces choses se passent. De la douane sont des corrompus. Non, pas tous les promotionnaires. Moi, je ne connais pas tous les promotionnaires de la douane, mais c'est ma génération qui est aujourd'hui là. Mais moi, je vous dis une chose. L'ampleur de la corruption, vous l'avez évoqué tout à l'heure là, c'est plus de 250 milliards par an que coûterait à l'État. Est-ce que c'est ce qui motiverait votre engagement? Parce qu'il n'y a pas longtemps, vous n'étiez pas président de la PCC. C'est beaucoup plus que 250 milliards, ce sont les chiffres. Il faut aujourd'hui mesurer les conséquences de ces 250 milliards de manque à gagner. Oui. C'est là où ça peut me révolter, c'est là où ça peut... Juste une seconde, on va reprendre ce paragraphe. N'interromps pas tant qu'on n'a pas fait de pause, s'il te plaît. Mais c'est pas grave, hein? On y va? Ok. Donc on était sur la motivation, je relance la question. Ce qui est la vraie motivation, ce n'est pas le chiffre de 250 milliards, c'est les conséquences de ces chiffres. Vous savez, 250 milliards, ça correspond à 70 000 emplois qui ne sont pas créés chaque année au Mali. Si vous prenez 250 milliards, vous divisez par 70 000, ça fait 250 000 francs CFA après hors charge. C'est-à-dire que chaque année, on peut permettre à 70 000 Maliens de trouver de l'emploi. Or, ce sont des jeunes Maliens qui meurent dans le Sahara, ce sont des jeunes Maliens qui font des parpaings, des briques en Algérie, ce sont des jeunes Maliens qui sont vendus en Libye, ce sont des jeunes Maliens qui meurent dans la mer tous les jours, ce sont aujourd'hui des jeunes Maliens qui travaillent dans les plantations d'oranges en Espagne et au Maroc et qu'on vient nous vendre ces oranges à Bamako. C'est ça le paradoxe malien. Et en plus de cela, 250 La situation catastrophique dans laquelle se trouve le jeune malien, c'est ce qui vous a interpellé. C'est ce qui interpelle et c'est ce qui doit interpeller tout le monde. C'est ce qui interpelle, je pense que tout le monde aujourd'hui. Parce que peut-être vous aurez fait comme les autres. C'est-à-dire fermer les yeux là-dessus. Non, on peut pas. De toute façon, c'est pas moi, c'est pas ce que je peux dire. Vous savez, la lutte contre la corruption ne commence pas par moi. Et j'espère que ça ne terminera pas avec moi. Mais la lutte contre la corruption date depuis longtemps. Mais ce sont les méthodes qui ne sont pas les mêmes. Chacun a apporté sa méthode. Nous, j'apporte aujourd'hui une autre approche. Peut-être demain, on apportera une approche plus efficace que la mienne. Et parce que l'État, quand même, a plusieurs institutions. Il y en a 8 au Mali. Qui ont leur propre méthode. 15 milliards 900 millions de francs CFA dépensés chaque année dans les frais de fonctionnement de ces institutions de lutte contre la corruption. Ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas que ce n'est pas suffisant, ça ne sert à rien parce que tout simplement, il n'y a pas de poursuite réelle derrière. Ce qui veut dire que les institutions anticorruption sont elles-mêmes corrompues. Non, je ne sais pas si elles sont corrompues, elles sont inefficaces. L'inefficacité n'est pas forcément la corruption, elles sont inefficaces. Pour la simple raison que quand on prend le bureau du vérificateur général, ce bureau du vérificateur général produit chaque année un rapport qui est gardé dans le tiroir du président de la République. Ça ne sert à rien. Manque de volonté politique. Manque de volonté politique. Parce que tout simplement, ceux-là même qui sont corrompus sont appelés à lutter contre la corruption, ils ne peuvent pas. Personne ne peut sortir de la tête. Parce que quand vous donnez le rapport à un président qui ne peut pas arrêter ses ministres parce qu'ils sont dedans dans un rapport qui ne peut pas arrêter ses amis qui sont là. Quand le président demande à un magistrat d'arrêter, le magistrat est corrompu. Quand la société civile, la plupart, est corrompue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans un système de société corrompue. Le président de la République? De la présidence jusqu'au dernier né qui vient là. Le président de la République, je ne sais pas s'il est corrompu ou pas. En tout cas, jusqu'à présent, si j'ai la preuve demain que le président de la République est corrompu, il est complice de corruption? Je sortirai pour le dire. Est-ce qu'il est complice S'il n'est pas complice de corruption, M. Mohamed Ali, aujourd'hui, on demande, je ne dirais pas qu'il est complice, je dis tout simplement que le président de la République aujourd'hui, je ne peux pas dire, vous avez commencé par cela. Je ne peux pas dire qu'il est complice. Et pourtant, vous avez dit que 99% de la douane malienne. Ce que je vais dire, c'est que si le président de la République veut montrer aux Maliens qu'il est vraiment engagé. Non, ça c'est un langage politique, ça. Non, c'est pas du tout politique, c'est ce que je veux dire. Laissez-moi terminer. S'il veut dire aujourd'hui Mohamed Ali, qui n'est pas complice, ce n'est pas à moi de l'accuser pour dire qu'il est complice. Mais moi, je dirais, je ne suis pas opposant, je vous dis très sincèrement. Non, mais moi, je vous dis très sincèrement, si le président de la République, il n'est pas complice, il n'y aurait pas eu aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Si le président de la République,
n'est pas là. Ici, il avait vraiment fait son travail depuis le 2013. Il n'y aurait pas eu 250 milliards détournés chaque année. Donc il est si complice. Le président de la République, il n'est pas complice, il n'y aurait pas cette affaire d'avion courrier. Donc il y a la responsabilité du président de la République qui est engagé dans le processus de la corruption. Il n'a qu'à nous livrer au peuple malien les voleurs. Il n'y a pas de il est complice, le président malien. Mais c'est plus que la complicité. Est-ce qu'il est complice? C'est plus que la complicité. Non. Est-ce qu'il est complice? La phrase, elle est tellement facile. C'est beaucoup plus que la complicité. Rien, mais trouvez-moi un mot qui est plus fort. Le président de la République est complice de corruption. Le président de la République, je ne dirais pas qu'il est complice. Ce que vous faites, c'est de la rhétorique philosophique. Non, ce n'est pas de la rhétorique philosophique. Je suis en train de vous dire tout simplement. Vous êtes en train de me tourner au niveau des phrases. Je suis en train de vous dire tout simplement. Oui. Et avec une phrase très simple. Non philosophique. La phrase la plus simple, c'est de dire que le président de la République, aujourd'hui, il doit nous livrer. C'est pas ce qu'il doit faire. Moi, je ne suis pas un juge. Le président de la République est élu avec une politique nationale qu'il applique. Vous savez, je ne suis pas... Ça peut ne pas vous satisfaire. Je suis pas un politicien. De la République est complice de corruption. Sinon, je vous envoie demander à l'opposition s'il est complice. C'est pourquoi je ne vous laisse pas passer. Aujourd'hui, vous ne me donnez pas une phrase claire. Aujourd'hui, la phrase claire, c'est quoi? Le président de la République. Très sincèrement, il est complice ou pas? Je vous dis la phrase claire. Vous n'allez pas le dire. Je vous dis. Vous n'oserez pas le dire. Mais je vais le dire. Vous êtes une grande gueule qui n'ose pas dire, par exemple, que le président de la République est complice. Si le président de la République n'est pas complice, est-ce qu'il est complice? Il n'y aurait pas eu. Non, est-ce qu'il est complice? Il n'y aurait pas eu. Je pense que je reviens à la même chose. Cette technique de discussion, vous l'utilisez contre moi. Non. Le président de la République, vous me dites de dire qu'il est complice. Oui, ça veut dire pas. Non, ça veut dire qu'il est complice tout simplement. Ça veut dire que j'ai la preuve aujourd'hui, la preuve matérielle que le président de la République est complice. Ça veut dire que juridiquement, je peux engager sa responsabilité. Vous avez dénoncé un système qu'il gère. Chose que je ne peux pas faire. Non, il ne gère pas le système. Il est dans le système. Il est le président de la République. Vous savez, le premier responsable du système. La corruption ne commence pas avec ses présidents de la République. Bon, d'accord. Je sais que vous n'allez pas me le dire. Je ne le dirai pas parce que je ne peux pas apporter la preuve matérielle. C'est dangereux de dire que le président va vous poursuivre, vous savez. Oui, je n'ai pas peur d'être poursuivi, mais j'ai peur. Je n'ai jamais fait la prison. J'ai déjà fait des gardes à vue et j'ai déjà fait des interrogatoires. J'ai déjà fait des gardes à vue. Vous avez porté plainte contre 8000 fonctionnaires maliens. C'est énorme. Non, ce n'est pas énorme. Il y a 20 millions de Maliens ici. Il y a que 8 000. Je sais. Il y a combien de fonctionnaires dans l'administration malienne? Il y a environ, on parle de 23 000. 23 000. Et 23 000, vous avez porté plainte contre 8 000. Oui. C'est énorme. C'est même un scandale. 8 000 fonctionnaires. Ce sont ceux-là qui doivent déclarer leur bien. Pourquoi? Ils doivent déclarer leur bien parce qu'il y a la loi du 27 mai 2014 qui demande à tous les ordonnateurs de biens de déclarer leur bien. D'accord. Ils n'ont pas déclaré leur bien. D'accord. C'était en 2014. En 2017, cette loi a été renforcée par le président Ibrahim Boubacar Keïta qui dit que leurs femmes, leurs conjoints ou conjointes et même les enfants mineurs doivent déclarer leur bien. Ils ne respectent pas la loi. Et puisqu'ils n'ont pas respecté la loi, la plateforme a jugé nécessaire de porter plainte auprès du procureur de la République pour interpeller ces gens-là à déclarer leurs biens. À défaut de cela, l'article 35 de la même loi dit qu'à défaut de déclaration, ils doivent être radiés. Puisqu'il y a l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, qu'on appelle l'OCLEI, est chargé d'enregistrer ces déclarations afin de communiquer suite à notre plainte pour appeler les gens à venir déclarer leurs biens. Et la dernière date en vigueur, c'est le 31 décembre prochain. Ça veut dire que le 2 janvier, nous allons demander à l'OCLEI de nous diffuser, de nous communiquer la liste de tous ceux qui n'ont pas déclaré leurs biens pour que nous retournions auprès du procureur général de la République du Mali pour porter plainte, pour radier ces fonctionnaires qui ne respectent pas la loi. Un fonctionnaire respecte la loi, vous ne respectez pas la loi, vous êtes radié. Qui sont en tête des listes? La tête de liste, je ne connais pas, il n'y a pas une tête de liste. Ce sont des fonctions qui sont là. Par exemple, on dit que les députés doivent déclarer leurs biens. Tous les députés qui n'ont pas déclaré leurs biens doivent être radiés, doivent être renvoyés. Les maires doivent déclarer leurs biens, les préfets doivent déclarer leurs biens, les chefs d'état-major de l'armée doivent déclarer leurs biens, les ministres doivent le faire, les présidents des institutions doivent le faire. S'ils ne le font pas, ils n'ont rien à faire à la tête de nos institutions. Si vous ne savez pas qui des maires a déclaré ou n'a pas déclaré ses biens, c'est pourquoi je vous disais que le travail n'est pas fini. Non, l'OCLEI, l'Office central. Moi, je parle de la PCC. Non, c'est le travail de l'OCLEI. Quel travail le PCC fait? Non, la PCC n'est pas là, ce n'est pas une structure d'État qui enregistre les déclarations. Non, ce n'est pas une structure de ça, mais c'est une structure indépendante, libre. Je vous explique. Qui s'est chargée, qui s'est donné la responsabilité. Je vais vous expliquer, ça va vous faciliter. Ça va vous faciliter votre raisonnement. C'est-à-dire que l'OCLEI convoque les gens, c'est l'OCLEI qui sait qui sont les gens qui doivent déclarer leurs biens. L'OCLEI est une structure d'État.
Donc le CLEI enregistre les déclarations et le CLEI sait qui doivent déclarer ou pas. Par exemple, il y a 143 députés au Maliens et ceux qui ont déclaré... 147, non? Oui, je donne un exemple. Oui. Il y a 143 députés, par exemple, au Mali. Ceux qui doivent déclarer leurs biens, tout le monde doit déclarer leurs biens, son bien, et ceux qui ont déclaré leurs biens, le CLEI le sait. Ceux qui n'ont pas fait, le CLEI le sait. Ceux qui n'ont pas respecté la loi, c'est le CLEI qui possède. Donc c'est le CLEI qui a donné le chiffre de 8 000. C'est le CLEI qui a donné le chiffre de, avec vous. Alors, de 8 000. Donc c'est à le CLEI maintenant de nous donner. Nous, on a fait 3 sittings auprès de le CLEI. On a exigé à ce que le CLEI nous dise, écoutez, le problème c'est qu'on nous empêche de faire notre travail. Nous, on veut bien faire le boulot, mais c'est le manque de volonté politique. Il y a aussi un syndicat des cadres qui a fait en sorte que nous ne puissions pas faire notre travail. Nous avons besoin de la plateforme pour que vous exigiez à ce que les gens viennent déclarer leurs biens. C'est à partir de cela que nous avons porté plainte contre 8 000 fonctionnaires et que quand il y a eu la pression, que le CLEI maintenant a été un peu relâché par les syndicats et par les membres du gouvernement, par le président de la République a donné son accord, le Premier ministre a donné son accord, nous nous sommes adressés à tout le monde, c'est anticonstitutionnel. À ce moment, le CLEI a fait la convocation. Donc vous êtes un groupe de pression? Nous sommes un groupe de la société civile qui met la pression, un groupe de la société civile qui exige à ce que la loi soit respectée, un groupe de la société civile. Je ne sais pas si on est aussi influent. Je ne sais pas si on est. Je ne sais pas si on est des influenceurs. Nous sommes. À l'État, on ne s'en sort pas. On a besoin de vous. Vous formez un lobbying. Vous pouvez certainement mettre la pression. Non, on ne fait pas de lobbying. Non, on ne fait pas de lobbying. Nous n'avons jamais effectué de lobbying, Mohamed Ali. Nous avons toujours été transparents et nous avons fait des actions publiques populaires. On n'a jamais fait de lobbying. On n'est jamais allé voir quelqu'un en privé pour négocier quoi que ce soit ou proposer quoi que ce soit. Ça s'appelle du lobbying. On n'a jamais fait ça. Et deuxièmement, nous sommes des citoyens engagés. Des citoyens engagés, je n'aime pas l'expression de la société civile parce que tout simplement, je pense que si la société civile faisait bien son travail au Mali, on ne serait pas dans ce trou. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt rassembler des gens au-delà des appartenances pour qu'il y ait un ensemble cohérent de citoyens engagés qui agissent selon les convictions et qui agissent sans intérêt. On reviendra à ce niveau, la plainte au niveau du juge. Vous a renvoyé parce qu'il a dit qu'il n'a pas de nom, il ne peut rien faire pour vous. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, vous allez faire quoi? Nous, on demande maintenant à l'OCLEI, à l'issue de sa date en vigueur. Faites confiance à l'OCLEI? Jusqu'à preuve de contraire. C'est l'OCLEI qui nous a dit il y a 8 000. Et donc, on attend que l'OCLEI nous dise s'il y a 6 000. Vous voyez, c'est là où nous ne sommes pas d'accord en réalité. Parce que vous avez une plateforme et vous comptez sur une institution étatique également pour faire le travail que vous devriez faire. Non, que vous êtes engagé à faire. Nous, on ne devrait pas faire ça. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. La PCC est venue parce que les 8 structures étatiques n'ont pas été efficaces. Mohamed Ali, moi, je n'ai pas les moyens, ni la plateforme, et personne d'autre à part l'OCLEI, d'aller voir s'il y a un député qui a déclaré ou pas. Vous voulez qu'on se mette devant l'Assemblée nationale quand les députés viennent pour dire est-ce que vous avez déclaré la bien? Non. Que vous partez à l'institution où on est censé déclarer les biens, vous vérifiez. C'est le CLEI. Maintenant, allez-y vérifier. Mais c'est ce qu'on va faire. Non, mais vous leur demandez de faire et de vous donner des chiffres. Non. Allez-y leur dire est-ce que tel député... Non, on ne demande pas. Je vous répète, je vous dis, on va le voir le 2 janvier prochain. Vous ne voilez pas ça, c'est une demande que vous faites. Non, sérieusement, le 2 janvier... Peut-être vous ne pouvez même pas défendre les 8 000 parce que vous dites Mohamed Ali, le 2 janvier, on va demander à l'OCLEI de nous donner la liste des gens qui n'ont pas déclaré leurs biens, donc qui n'ont pas respecté les délais. Non, moi, peut-être, je ne dirais pas, moi, je préfère. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, par exemple, de changer de stratégie? Peut-être, on sait qu'il y a 147 députés, et on dit que les députés n'ont pas déclaré. Vous prenez la liste des 147, vous partez à l'OCLEI, vous leur demandez, est-ce que le député Intel a déclaré ses biens? Oui. Cochez son nom. Est-ce que le député Intel a déclaré ses biens? Non, vous prenez. Vous avez votre propre liste. Vous n'avez pas besoin de compter sur le CLEI, parce que de toutes les façons, pour vous, le CLEI est inefficace. Est-ce que la même méthode ne dira pas que le CLEI, on est venu vous voir, vous avez enregistré les déclarations? Ce n'est pas la même chose. Dites-nous qui sont... C'est pas pareil. Qui sont ceux qui n'ont pas déclaré leurs biens, et vous nous donnez la liste, parce que nous sommes des citoyens, nous avons droit d'accès à ça. Si le CLEI refuse, on demande au procureur de demander à l'OCLEI de lui donner la liste de tous ceux qui n'ont pas de... Le problème, c'est que vous vous fiez à l'OCLEI. Et pour mon problème, moi, c'est que vous devriez faire le travail parce que vous avez une plateforme pour ça. Je vous invite à rejoindre la plateforme parce que vous savez, le problème, c'est que les citoyens qui sont là, ils vous font confiance. Ils vous font confiance justement parce qu'ils pensent que vous êtes capable de faire ce genre de travail. Mais si vous ne le faites pas, vous comptez encore sur le CLEI pour vous fournir une liste que vous ne pouvez pas défendre. Si j'amène la liste
à l'OCLEI, Oui. en citant nommément les députés. Est-ce que cela a déclaré oui? Cela n'a pas déclaré non? Oui. Ça ne changera rien. Que Si, ça changera. Non, laisse-moi terminer. Parce que dans cette méthodologie-là, on a l'impression que la plateforme elle est paresseuse. Non, la plateforme n'est pas paresseuse, sinon on ne serait pas là où nous sommes. Mais ça revient à la même chose que si moi je demande, que si on demande à l'OCLEI de nous donner tout simplement, ils sont payés pour ça. Le président de l'OCLEI gagne 3 millions par mois avec véhicule de fonction et carburant. Et les gens qui travaillent à l'OCLEI, il n'y a pas un qui gagne moins d'1 million par mois. Je ne ferai pas leur travail à leur place. Si je me rends compte demain qu'ils ne font pas leur boulot... Mais vous vous êtes rendu compte qu'ils ne font pas leur boulot? Non. Si. Non, maintenant, là, ils étaient empêchés. Ils ont dit qu'ils étaient empêchés. Ils étaient empêchés. Et deuxièmement, si je vais vous citer toutes ces institutions que nous avons rencontrées, les difficultés qu'ils nous ont expliquées, les solutions qu'on a proposées et les améliorations qui sont en cours. Mais prenons le cas de l'OCLEI. Si demain je me rends compte... que j'ai demandé la liste à M. Moumouni Guindo, le président de l'OCLEI, qui n'est pas capable de me fournir la liste, et que je demande au procureur de demander la liste à Moumouni, que Moumouni n'est pas capable de donner la liste, on demande à Moumouni de démissionner parce qu'il n'a rien à faire. Mais il est payé, il fait son travail. Je ne le ferai pas parce que je suis courageux ou paresseux. Je laisse chacun faire son travail. Et c'est ça qu'on appelle la nation. Je ne vais pas me substituer à son travail. Pourquoi c'est à moi d'aller demander aux députés si vous avez déclaré, ou c'est à moi de dire, je viens avec la liste et je vais cocher à sa place. Il n'est pas mon élève. Je ne suis pas son maître. Je suis là en tant que citoyen engagé. Avec notre plateforme, nous allons demander à Moumouni, est-ce que tu as fait bien ton travail? Oui, donne-nous les résultats de ton travail. Parce que tu es payé avec notre argent, il nous donne ce résultat, et c'est à nous de faire maintenant la démarche en tant que citoyen, d'aller voir le procureur, d'aller voir l'institution judiciaire en disant, ceux-là qui n'ont pas déclaré leurs biens, nous demandons l'application de la loi. Je ne ferai pas le travail à la place d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été élu président de la République, qu'il s'assume, qu'il assume sa responsabilité. Et ce n'est pas à moi de dire qu'il est complice ou qu'il n'est pas complice. Il le sait très bien, le complice. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est de dire IBK est obligé de lever le secret de défense sur des cas de corruption.